première vidéo de ce type. On me dit rien en commentaire. Allez, on commence. Ce motif, c'est que les lecteurs ne stipulent pas pour lui, mais pour tout le monde. Si, comme le prétendent les républicains de la teinte grecque et romaine, le droit de suffrage nous était échu avec la vie, il serait inique aux adultes d'empêcher les femmes et les enfants de voter. Pourquoi les empêche-t-on? Parce qu'on les présume incapables. Et pourquoi l'incapacité est-elle un motif d'exclusion? Parce que l'électeur ne recueille pas seul les responsabilités de son vote, parce que chaque vote engage et affecte la communauté tout entière, parce que la communauté a bien le droit d'exiger quelques garanties. Quant aux actes, tout dépend de son bien-être et son existence. Je sais ce qu'on peut répondre, je sais aussi ce qu'on pourrait répliquer. Ce n'est pas ici le lieu d'épuiser une telle controverse. Ce que je veux faire observer, c'est que cette controverse même, aussi bien que la plupart des questions politiques qui agitent, passionnent et bouleversent les peuples, perdrait presque toute son importance si la loi avait toujours été ce qu'elle devait être. En effet, si la loi se bornait à faire respecter toutes les personnes, toutes les libertés, toutes les propriétés, si elle n'était que l'organisation du droit individuel de légitime défense, l'obstacle, le frein, le châtiment opposé à toutes les oppressions, à toutes les spoliations, croit-on que nous nous disputerions beaucoup entre citoyens à propos du suffrage plus ou moins universel? Croit-on qu'il mettrait en question le plus grand des biens, la paix publique? Croit-on que les classes exclues n'attendraient pas paisiblement leur tour? Croit-on que les classes admises seraient très jalouses de leurs privilèges? Et n'est-il pas clair que l'intérêt étant identique et commun, les uns agiraient sans grands inconvénients pour les autres? Mais que ce principe funeste vienne à s'introduire, que sous prétexte d'organisation, de réglementation, de protection, d'encouragement, la loi
protection est une violation perpétrée par la loi du droit de propriété. Et certes, il est bien remarquable qu'au milieu de tant d'autres débats, ce double fléau légal, triste héritage de l'ancien monde, soit le seul qui puisse amener et amènera peut-être la rupture de l'union. C'est qu'en effet, on ne saurait imaginer au sein d'une société un fait plus considérable que celui-ci, la loi devenue un instrument d'injustice. Et si ce fait engendre des conséquences si formidables aux États-Unis, où il n'est qu'une exception, que doit-ce être dans notre Europe, où il est un principe, un système? Monsieur de Montalembert, s'appropriant la pensée d'une proclamation fameuse de Monsieur Carlier, disait: il faut faire la guerre au socialisme. Et par socialisme, il faut croire que, selon la définition de Monsieur Charles Dupin, il désignait la spoliation. Mais de quelle spoliation voulait-il parler? Car il y en a de deux sortes. Il y a la spoliation extralégale et la spoliation légale. Quant à la spoliation extralégale, celle qu'on appelle vol, escroquerie, celle qui est définie, prévue et punie par le code pénal, en vérité, je ne pense pas qu'on puisse décorer du nom de socialisme. Ce n'est pas celle qui menace systématiquement la société dans ses bases. D'ailleurs, la guerre contre ce genre de spoliation n'a pas attendu le signal de Monsieur de Montalembert ou de Monsieur Carlier. Elle se poursuit depuis le commencement du monde. La France y avait pourvu dès longtemps avant la Révolution de février, dès longtemps avant l'apparition du socialisme, par tout un appareil de magistrature, de police, de gendarmerie, de prison, de bagne et d'échafaud. C'est la loi elle-même qui conduit cette guerre et ce qui serait, selon moi, désiré. C'est que la loi garda toujours cette attitude à l'égard de la spoliation. Mais il n'en est pas ainsi. La loi prend quelquefois parti pour elle, quelquefois elle accomplit de ses propres mains, afin d'en épargner aux bénéficiaires la